Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Beaucoup de bons stocks à partager cette semaine dans notre séance de flânage. Oui, on continue notre flânage. Mais la reconnaissance de la semaine commence d'abord avec mes rencontres sur les réseaux sociaux. Alors, dans le désordre, un gros bonjour à El Jaco, Laurence Gauthier, Mélanie Forgette, Stéphane Pacoma, Kim Berset et Marine Zanini, qui sont les créatrices de l'application Miouk, qui explique tout ce que vous voulez savoir sur le CBD. Michel Dion, dit Mike, qui est le propriétaire du site touristique FC101, c'est-à-dire Formation Cannabis Médical. Et finalement, Madame Kimberly, dit Madame Frenchy Canoli. Alors, je vous rappelle également qu'il y a une transcription disponible pour tout le contenu de cet épisode, évidemment dans les notes de l'épisode. Et finalement, avant de se lancer dans l'épisode de la semaine, une seule entreprise québécoise a obtenu une licence la semaine passée. Le nom officiel de l'entreprise dans la base de données de Santé Canada est les Génétiques Monette. Microculture, licence obtenue le 2 décembre 2022. Comme la raison sociale est évidente, je vous communique quelques détails de l'entreprise tels que décrits dans la fiche du registraire des entreprises du Québec. Alors, il y a un numéro d'entreprise que je ne vais pas vous lire. Il y a une version française et anglaise, les Génétiques Monette ou Genetics Monette Inc. Les monettes viennent de Saint-Jacques. Et je ne savais pas où était la municipalité de Saint-Jacques. J'ai fait une recherche pour découvrir que c'est dans le coin de Joliette-Rawdon. En gros, là. OK. Récemment avait lieu le MG BizCon. MG comme dans marijuana, Biz comme dans business et Con comme dans conférence. C'est le plus grand show de cannabis au monde. Au moment où la planète découvrait qu'il n'y aurait pas de bière dans les stades du mondial de football, au Qatar, eh bien, dans le plus grand show au monde sur le cannabis, c'était l'inverse. Oui, de l'alcool partout et interdiction totale de fumer, de consommer ou de montrer du cannabis. Des flots d'alcool auxquels s'est intéressée la journaliste Sarah Friedman pour le média Canadelix. Madame Friedman dit que cette interdiction est importante pour 3 raisons que je vais vous résumer rapidement. Alors, est-ce que vous iriez à une expo sur les voiliers s'il n'y avait dans cette expo que des bateaux moteurs? Et si vous étiez un marchand de chats, pourquoi participer à une activité commerciale qui ne vous permettrait que de vendre des chiens? Et ce show, le MG BizCon, n'avait pas lieu en Caroline du Nord, mais bien à Las Vegas quand même. Alors, vous savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, eh bien, je me prends toujours un petit café. Une seconde. Et MJ? Ouais, mon habituel. Merci. OK, on vient de voir la première raison. La deuxième, selon Mme Friedman, comment accepter que le cannabis soit traité comme un produit plus dangereux que l'alcool? L'alcool, aux États-Unis, tue 140 000 personnes par année et serait aussi la drogue la plus meurtrière après le tabac. L'industrie du cannabis doit créer des emballages spéciaux pour tous ces produits, mais une canette de bière ressemble parfaitement et étrangement à une canette de Pepsi, non? Et cela ne fait peur à personne, dans un dépanneur, au Provigo ou à la SAC. D'ailleurs, les enfants sont bienvenus dans les sacs, à moins que je fasse erreur. Alors, j'ai vérifié auprès des membres du groupe Bon Stock sur Facebook et j'ai été surpris d'apprendre que l'on peut y entrer avec ses enfants. Mais, plusieurs parents m'ont confirmé avec le sourire là, dans leurs mots. Ils m'ont donc confirmé que si vous allez à la SAC avec un ado, eh bien, le personnel sur le plancher, le personnel de la SAC, peut exercer son jugement en posant des questions. C'est arrivé à plusieurs personnes, des mamans et des papas. La troisième raison relevée par la journaliste Friedman souligne l'incohérence et l'incompréhension de la réglementation du cannabis.
Pas juste à Las Vegas, évidemment. Au Canada également. Les législateurs encouragent la consommation de l'alcool, partout. Et je vous l'ai dit, je vous le redis, j'ai des photos de M. Legault qui fait la promotion d'alcool. Je ne dis pas que c'est illégal. Je dis que ce serait légal de faire la même chose pour le cannabis. Le cannabis peut être un médicament, mais l'alcool, lui, ne sera jamais qu'un jus de toxine. Comment une industrie fonctionnelle peut-elle évoluer dans un contexte où le législateur crée des conditions d'inégalité économique entre deux industries pourtant totalement légales? Dans une exposition où les plus grands joueurs de l'univers de l'industrie et les sociétés de cannabis les plus innovatrices se rencontrent pour échanger et apprendre, eh bien, le législateur traite MJ BizCon comme s'il s'agissait d'une école ou d'un terrain de jeu. Une industrie qui est admirée par les pays qui veulent légaliser et qui est pourtant traitée comme un mineur sans droit qu'on doit protéger contre lui-même. C'est d'une tristesse abyssale. N'oublions pas quand même que ce qui est arrivé à Las Vegas il y a quelques jours arrive tous les jours au Canada également. Comment alors discuter sobrement avec un gouvernement d'une taxe d'assises meurtrière, par exemple, quand ce gouvernement croit que votre produit est plus dangereux que l'alcool? Alors voilà précisément ce que doit affronter l'industrie du cannabis, au Canada, au Québec, aux États-Unis et un peu partout. La peur du législateur. Pas avoir peur du législateur, mais le législateur qui a peur de la substance appelée cannabis. Mais si le législateur au Québec ne change pas d'avis, après tout, il a été élu pour ses idées, la CAQ au Québec, contre ou n'aime pas du tout le cannabis, eh bien, ce sont peut-être aux citoyens que l'industrie devrait s'adresser. Mais ça, c'est une saga pour une autre fois. Par contre, je peux partager une autre recherche sur le recul de l'alcool par rapport au gain du cannabis. L'analyste Vivian Azer, A-Z-E-R, a étudié une vingtaine d'années de données de toutes sortes. Dès 2014, Mme Azer, ou Azer, qualifiée par les experts de première spécialiste senior de Wall Street, a commencé à couvrir le secteur émergent du cannabis. Elle travaille, Mme Azer, chez Cowen & Co. Alors, dans cette étude, quelle perle ai-je trouvé? Eh bien, 60 des consommateurs de cannabis ont déclaré avoir réduit leur consommation de boissons alcoolisées. 60 Mme Azer croit que les compagnies d'alcool vont progressivement délaisser les marchés du vin et de la bière pour se tourner vers les spiritueux qui sont plus populaires chez les jeunes consommateurs d'alcool et de cannabis. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon. OK, on continue. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le marché de la bière et du vin est en baisse chez les jeunes et que le marché de l'alcool se dirige plutôt vers les spiritueux. Mais, si vous pensez que le législateur taxe moins l'industrie de l'alcool, vous faites erreur. Toute l'industrie québécoise de l'alcool souffre actuellement. Il y a des articles à chaque semaine. Je l'ai dit, je le redis, le législateur fait payer aux producteurs des produits qu'il juge mauvais une taxe du péché, en quelque sorte, pour reprendre l'expression de la journaliste Friedman. On a le législateur qu'on a élu, finalement. Heureusement, ailleurs, dans la recherche, il y a de l'espoir. Ça fait des années qu'on entend dire que le chanvre pourrait remplacer le bois pour la production du papier. Mais qu'en est-il vraiment? Et ça tombe bien car j'ai trouvé une fondation, la fondation Hemp Innovations Foundation, qui vient de financer un projet qui s'appelle Hemp Recycles. Il paraît que le papier de chanvre pourrait être recyclé 8 fois au lieu de seulement 3 fois comme le papier traditionnel. Eh bien, cette fondation va vérifier cette affirmation, cette hypothèse. Ce projet sera réalisé avec la Western Michigan University, WMU, dans le cadre d'un programme pilote de recyclage. Et là, pour faire simple, je vais vous citer texto le communiqué. L'étude proposée fournira des données quantifiables qui seront largement diffusées et qui démontreront les avantages de préserver la canopée des arbres pour lutter contre le changement climatique, tout en produisant un produit papier plus robuste qui séquestre le carbone, qui est moins coûteux
et qui peut être recyclé plus de fois que le papier à base d'arbres. » Fin de la citation. Le projet, et ça c'est très heureux, ne vise pas uniquement à démontrer les avantages théoriques et pratiques du papier à base de fibres de chanvre non ligneuses. Ce projet va également créer des chaînes d'approvisionnement régionales avec les agriculteurs locaux. C'est difficile de faire mieux. Au Québec, notre microcosme de l'industrie du cannabis avait une rencontre importante avec la SQDC la semaine passée, vendredi passé. En gros, le monopole québécois voulait préciser à son industrie la révision de son processus de commercialisation standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire évaluer son portfolio de produits, son processus de sélection des innovations, son plan de commande, la création de produits et finalement leur lancement, le lancement de ces produits. Au plus simple, la SQDC annonçait à ses fournisseurs qu'elle repoussait de 4 semaines son processus actuel. Et si j'ai bien compris ce que l'on m'a raconté, la prochaine période de lancement sera reportée au 27 avril 2023, soit un mois plus tard que prévu. Quelles seront alors les conséquences de ce report pour les activités de culture des producteurs autorisés ou leurs activités tout court? Je ne sais pas. Si vous avez des infos pertinentes à partager, vous savez où me rejoindre, lucprévost@hotmail.com. Ah, dans un autre registre complètement. Est-ce que vous avez entendu parler du Delta 10 THC? Il est souvent confondu avec le CBC ou le CBL. Le Delta 10 tétrohydrocannabinol est un composé naturellement présent, mais uniquement sous forme de traces, c'est-à-dire en infime petite quantité, dans le cannabis. Parce qu'il est présent en infime quantité, il a été peu étudié jusqu'à maintenant, même s'il peut être détecté lors d'un test de dépistage. Les chercheurs interviewés pensent tous qu'il sera populaire dans les prochaines années car il induirait moins d'anxiété et de paranoïa que le Delta 9. Le Delta 10 serait sans danger pour la consommation. Après tout, quand on en consomme depuis toujours, c'est un peu normal. La seule question est de savoir ce qui se passe quand on en consomme à la louche plutôt qu'en traces infimes. On produit actuellement le Delta 10 comme le Delta 8 en modifiant un isolat de CBD, ce qui lui confère un statut légal particulier. On pourrait dire qu'il s'agit d'une zone légale confuse, comme le HHC d'ailleurs. Certains États américains ont pris les devants en interdisant formellement le Delta 10. Les spécialistes disent également que les consommateurs devraient exiger formellement des certificats d'analyse. Les effets secondaires, paraît-il, pourraient être violents. On parle d'hallucination. Et les pocheux lui prêtent des qualités qui ressemblent à des approximations ou à des vrais mensonges. On va aller flâner ailleurs. Donc, dans un autre registre, j'ai récemment présenté le Fruit Tartar Haze sur Bon Stock. C'est un cultivar unique à GMF Grower. C'est le bébé de Michael Barry et Ghislain Coutu. Ça m'a fait réfléchir 2 secondes. Comment peut-on protéger une propriété comme un cultivar? Si vous connaissez un avocat spécialisé sur ce sujet, faites-moi signe. Je n'ai rien trouvé de spécifiquement québécois ou canadien, mais c'est l'occasion de commencer à se faire une idée sur un sujet très important pour les années à venir. Nous allons faire le tour du sujet au pas de course, juste pour s'orienter. À droite, tel continent, à gauche, tel continent. Et j'ai trouvé ces infos sur un site américain. Donc, il pourrait y avoir un écart sérieux entre ce qui s'y passe et ce qu'est notre réalité, nous, au Canada. Alors, d'après ce que je peux comprendre, pour l'instant, il existe 3 types de propriétés intellectuelles qui peuvent être utilisées pour protéger de nouvelles souches de cannabis. Voyons, je vais tasser ma tasse, là. OK. 1. Il y a les brevets de plantes. 2. Les brevets d'utilité. Et 3. La loi sur la protection des variétés végétales. Alors, en détail rapidement, les brevets sur les plantes offrent une protection pour les nouveaux cultivars capables de reproduction asexuée. Ce type de brevet fonctionne bien et coûte peu, mais la protection est relativement faible. Il faut prouver que le cultivar copié est génétiquement identique
et qu'il a été produit de manière asexuée. Autrement dit, il faut cloner le plant breveté. Cela implique, par exemple, de fournir des preuves de vol. Après le brevet de plante, un PA qui voudrait protéger un cultivar peut tenter d'obtenir un brevet d'utilité. C'est le chemin privilégié dans la plupart des cas. Oh, la route est plus difficile et beaucoup plus onéreuse, mais la protection est meilleure. Typiquement, un brevet d'utilité protège des procédés, des systèmes et des composés chimiques. Dans le cas du cannabis, un producteur autorisé qui possède un cultivar unique peut breveter un plant et son séquençage génétique particulier. Un plant breveté de cette façon permet à son propriétaire d'interdire l'utilisation de graines provenant du plant. Évidemment, dans le cas du cannabis, on utilise des plants où les graines sont hautement indésirables. Alors, je ne sais pas comment évaluer la protection réelle de ce type de brevet. Surtout que le producteur autorisé doit détailler son processus de façon assez précise pour qu'une personne compétente, n'importe quelle personne compétente, puisse reproduire le processus à la fin de la durée de protection du brevet. Ça, c'était la deuxième méthode. Et finalement, troisième voie possible, le producteur autorisé peut tenter d'utiliser la loi sur la protection des variétés végétales. Cette protection ressemble à un brevet de plante, mais couvre les plantes qui se reproduisent sexuellement. Le producteur autorisé doit déposer rien de moins que 3000 graines du cultivar à protéger, mais il y a un gag. Cette protection est exclue pour les substances contrôlées, comme le cannabis. Je ne connais aucun producteur autorisé qui a protégé ses cultivars. Est-ce que vous en connaissez un? Si oui, faites-moi signe. lucprévost@hotmail.com. Alors, on change de registre encore une fois complètement. On va aller flâner dans le gras, dans le gros du gras. Est-ce que vous avez engraissé depuis les débuts de la légalisation? La question est légale, car la consommation de cannabis est toujours associée aux fringales, les fameux munchies. C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans l'épisode 118. Eh bien, il semblerait que le taux d'obésité est plus faible dans les États qui ont légalisé le cannabis non médical. C'est une équipe de l'Université du Dakota du Nord qui vient d'arriver à cette conclusion. La recherche avait un titre sympa, « Cloudy with a Chance of Munchies », Assessing the Impact of Recreational Marijuana Legalization on Obesity. Voilà la conclusion des auteurs plus ou moins texto. Alors que de plus en plus d'États gravitent vers la décriminalisation, l'élargissement de l'usage médicinal et la légalisation de l'usage récréatif de la marijuana, nos résultats fournissent des indications importantes sur la politique contemporaine en matière de drogue. Cette recherche vient étayer des travaux suédois de 2016 qui avançaient que les consommateurs de cannabis en Suède étaient moins à risque d'avoir un diabète de type 2 que les non-consommateurs. Alors de la Suède, on s'en va dans un autre pays. Vite, un article qui a attiré mon attention. Son titre, « Les drones en appui de la Gendarmerie royale pour la traque des trafiquants de cannabis ». Alors immédiatement, j'ai pensé que j'étais au Canada. Mais ce n'est pas dans les habitudes de la GRC de documenter ses méthodes pour lutter contre les plantations de cultures illégales de cannabis. J'ai vite compris que l'article ne parlait pas du Canada, mais plutôt du Maroc. Il s'agit d'un article du journaliste Mohamed El Kanabi, un journaliste qui s'intéresse à plein de sujets, comme le cannabis, mais également les ressources hydriques du royaume marocain. Le Maroc, dans le contexte actuel de la légalisation du cannabis, de sa légalisation du cannabis, entend lutter contre l'ubérisation de la vente des drogues. Alors que les trafiquants utilisent des drones pour protéger leur activité illégale, la GRM, la Gendarmerie royale du Maroc, a décidé d'utiliser des drones pour ses propres actions anti-trafic, mais également pour endiguer l'immigration illégale. Fait d'une pierre deux coups. Les drones seront utilisés pour trouver les caches de stock de cannabis dans les montagnes du Rif et environnantes. La GR a d'ailleurs récemment effectué une saisie de 40 tonnes de cannabis dans la commune de Zaroura. Je ne sais pas si je le prononce correctement, ou Z-A, accent circonflexe A-R-O-U-R-A. La Gendarmerie royale du Maroc vise aussi les autres trafics, comme celui de la cocaïne. Juste pour l'Afrique de l'Ouest, les autorités évaluent le trafic à 1140 tonnes de cocaïne
ce qui représente une valeur de 57 milliards d'euros. Ça fait mal. Sur Top Pot, on a déjà parlé de drones, mais pour la culture et la sécurité. C'était dans l'épisode 4. Les drones, c'est le futur de la culture extérieure sur de larges surfaces. Alors du Maroc à la Hollande, il y a un lien naturel qui provient de la route des approvisionnements des coffee shops bataves. Il y aurait même maintenant, je vous en ai déjà parlé, une mafia hollando-marocaine qui est aux commandes des marchés illicites, mais surtout des réseaux de distribution empruntés pour le trafic du cannabis, mais aussi celui des autres drogues comme la coke. Comme beaucoup d'autres grandes villes européennes prises d'assaut par le tourisme débridé, Amsterdam tente actuellement de reprendre le contrôle de son périmètre en adoptant une nouvelle série de mesures. C'est une sorte de monstre du Loch Ness qui réapparaît régulièrement. La Hollande s'est votée des lois, mais Amsterdam avait réussi jusqu'à maintenant à s'en affranchir. Et ce n'est pas non plus la première série de gestes du genre. Amsterdam s'est longtemps vécu comme Montréal, c'est-à-dire la ville des danses à 10 $, une ville de cul et de fun. C'est toujours comme ça que Montréal se vend. Amsterdam veut délaisser ce créneau pour devenir une destination culturelle. Amsterdam entend donc lancer en 2023 une campagne qui limiterait l'ouverture des bars, des clubs et des bordels. Certaines zones de la capitale pourraient même se voir interdire la consommation d'alcool et de cannabis. Et évidemment, les autorités vont revoir la réglementation visant les Airbnbs et les commerces similaires. On parle d'une taxe de séjour spéciale pour les visiteurs qui circulerait aux heures de pointe. Ça va être beau à gérer, ce truc. Les gouvernements disent vouloir intervenir parce qu'ils aiment Amsterdam et que le temps est venu de développer une vision à long terme. La ville attend des suggestions jusqu'à la fin de décembre. Quand on parle de vision à long terme, le Québec peut vraiment beaucoup apprendre de la Hollande. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas n'étaient pas naturellement un pays de cyclistes. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, une dizaine d'années après, et il a fallu des politiciens avec beaucoup de vision pour développer une nation vélo. Le vélo n'est pas plus naturel chez le Hollandais que chez le Québécois, pas du tout. Et maintenant, pour se réinventer, Amsterdam va devoir bien déterminer ses priorités. Alors, si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que j'aime le français. Je ne suis pas un expert, je fais des fautes, mais j'aime notre langue commune. Alors récemment, je me suis posé la question suivante. Comment traduire en français le mot « blunt ». Vous ne savez pas ce qu'est un blunt? Un blunt, ça ressemble à un cigare, mais ça n'en est pas un. Ceci n'est pas un cigare. Le blunt est roulé avec une feuille de tabac, comme un joint est roulé avec une feuille de papier. Et alors, on traduit comment le mot blunt? Eh bien, on ne le traduit pas, selon moi. Pourquoi? Je ne sens pas le besoin de traduire ce mot pour une raison historique précise. C'est que le mot blunt est une marque de cigare. Oui, les produits de la marque Phillies, P-H-I-L-L-I-E-S, les Phillies Blunt furent donc initialement utilisés pour produire à la main ses propres cigares. Un peu comme on évite une cigarette de tabac pour la remplir avec du cannabis quand on n'a pas de papier à rouler. La marque est d'ailleurs célébrée dans le tableau Nighthawks du peintre Edward Hopper. C'est le visuel que j'ai utilisé pour cet épisode. Si vous regardez le visuel, vous allez voir qu'au-dessus du café, on voit une illustration d'un cigare avec la mention Phillies, Only 5 cents. Alors personnellement, je ne vois aucune bonne raison pour tenter de traduire le mot blunt qui nous informe de l'histoire américaine et de l'histoire du cannabis tout court. Dans un genre un peu différent, cette semaine, j'ai partagé le visuel d'un sapin de Noël fait avec une fleur de cannabis. Le visuel a été produit avec un logiciel d'intelligence artificielle comme le DAL-E2. Ça s'écrit D-A-L-L-E2. Ce genre de logiciel est de plus en plus populaire. Il est utilisé par des créatifs partout dans le monde. On peut penser à la mode, au cinéma et à la rédaction de textes plus ou moins complexes. C'est quoi le rapport avec le cannabis? On reste concentré. Cela pose aussi de plus en plus de problèmes aux artistes dont le patrimoine est pillé pour constituer les nouvelles images. Les artistes québécois, canadiens se sont plaints pas plus tard que la semaine passée. Ce week-end, j'ai même lu que ce type de logiciel est utilisé maintenant pour écrire du code,
comme pour produire une application. Et maintenant, les programmeurs, comme les artistes visuels, bien, ils commencent à se plaindre du vol de leur ligne de code. Bon, jusque-là, tout est logique, presque pas de surprise. Mais, les labos de biotechnologie utilisent maintenant ce type d'intelligence artificielle pour concevoir de nouvelles protéines. Il y a au moins 2 laboratoires qui se vantent d'utiliser ce processus. Le but n'est pas de faire des steaks de protéines végétales. Non, ce serait bête. Non, le pari est de développer des médicaments plus efficaces. Un des dirigeants de Generate Biomedicine, Grevor Grigorian, dit que son groupe espère, et là je le cite, découvrir en quelques minutes ce qui a pris des millions d'années à l'évolution. Je vous parle de cette nouvelle car la création de médicaments à base de cannabis pourrait sans doute profiter de cette nouvelle technologie. C'est le genre de recherche qui va profiter à plein d'industries. Cette nouvelle que je trouve très importante est passée complètement inaperçue. Elle peut d'ailleurs nous faire rêver dans le cannabis, voir que la plante est là, mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors que j'ai vu passer une recherche sur l'angle parfait ou l'angle magique pour qu'un urinoir remplisse au mieux sa fonction, oh, la science des urinoirs, hein? C'est important aussi. Mais il paraît que l'angle magique serait de 30 degrés et le modèle d'urinoir le plus fonctionnel serait le Nautilus, N-A-U-T-I-L-O-O. Mais cette recherche a fait le tour du monde alors que celle sur l'intelligence artificielle appliquée à la production de nouvelles molécules est passée complètement sous silence. On sait que le Canada a été un des premiers pays à légaliser le cannabis. Mais l'Uruguay, elle a légalisé avant nous. C'est elle la grande pionnière. Et là aussi, le législateur apprend à connaître le marché du cannabis et ses consommateurs. Lors de la 9e édition de l'Expo Cannabis Uruguay, un monsieur qui s'appelle Tastas, Juan Tastas, qui est le directeur général de l'Institut pour la régulation et le contrôle du cannabis, déclarait ceci. Cette 3e variété, d'une certaine manière, va avoir un niveau de THC inférieur ou égal à 15 %. Elle serait donc beaucoup plus proche de ce que beaucoup de clients ou de personnes demandaient. C'est beaucoup plus proche des niveaux de THC que vous pouvez avoir dans les clubs. Fin de la citation. Alors, pour réduire la part des marchés illicites sur son territoire, l'Uruguay adapte son offre pour satisfaire les consommateurs. J'aime bien d'ailleurs qu'elle se lance dans la création d'un registre de semences et de boutures pour les particuliers, pas pour l'industrie. Alors, le succès de la légalisation dépend uniquement de l'appui des citoyens. Refuser de comprendre leurs besoins crée des obstacles qui viennent réduire, voire miner, l'acceptabilité sociale qui va de pair avec le succès d'une industrie légale. Il est quelle heure, là? Oh, juste un instant. Hé, MJ! Ouais, je te remercie beaucoup. Oui, il était très bon encore. OK, à la semaine prochaine. D'accord, j'ai le temps d'un dernier partage. Je vous propose une nouvelle qui nous arrive directement d'Allemagne. Les clubs sociaux de cannabis allemands se sont regroupés pour former l'Association des clubs sociaux de cannabis d'Allemagne. Alors, l'absence des clubs sociaux dans la loi canadienne est peut-être la plus grande erreur du législateur. Mais j'en entends dans le fond du café qui disent « Ouais, mais Luc, c'est quoi un CSC, un club social de cannabis? » On en a déjà discuté dans l'épisode 60, je crois. Et je vous repasse la définition que j'avais trouvée à l'époque. C'était une définition suisse, si je ne me trompe pas. Alors, les producteurs et consommateurs se regroupent sous une forme d'association à but non lucratif. Les lieux de production ne sont connus que de la police et de l'association afin d'éviter tout risque de vol. Les besoins de consommation par individu sont définis préalablement, car il y a une dose maximale par membre. Le caractère associatif évite toute forme de commercialisation poussant à la consommation. Il responsabilise les consommateurs et garantit un contrôle social interne. Là, c'est moi qui rajoute ça, un contrôle social interne naturel. Il répond efficacement au risque de tourisme extérieur, comme observé aux Pays-Bas. On vient d'en parler, ça. Il offre la possibilité d'un contrôle aisé, tant de la quantité que de la qualité du produit. Il cible finalement les personnes qui ont un comportement à risque en les sensibilisant.
Il sécurise l'espace public en fixant, dans des lieux spécifiques, l'achat et la vente de cannabis. Fin de la définition suisse. On revient en Allemagne. La nouvelle association appuiera ses membres dans l'apprentissage de la culture des plants pour leur consommation. Évidemment, le but est de pouvoir consommer des produits de qualité à un bas prix. L'Allemagne, qui représente un marché en or pour les géants canadiens du cannabis, eh bien, l'Allemagne fait tout ce qu'elle peut pour échapper au piège de la légalisation à la canadienne. Tant mieux pour les Allemands. Et voilà, c'était le 130e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.